Alors nous avons vu, précédemment l'OACR et à présent nous allons voir l'OVCR. Nous allons voir que 3 lettres en commun, une lettre de différence, et c'est là toute la différence. C'est nul. Alors, donc, question numéro 1. Quel est votre diagnostic? Ah, mince, attendez, non. Regardez pas. On va demander à quelqu'un. Chut, ne regardez pas les réponses. Où est le micro? Le micro. Toi. Non, tu regardes pas la réponse et tu me dis. Ah, voilà. Très bien, elle va me lire sa copie. Tiens, chut. Tu me regardes dans les yeux et tu me dis ta copie. Donc, occlusion de la veine centrale de la rétine à gauche sur cataracte. Très bien. Donc déjà, elle n'avait pas écrit sur l'œil gauche. D'accord? C'est important. Non, mais je veux dire, quand on fait une erreur, on a le droit, d'accord? On est humain, mais il faut l'assumer. C'est tout ce que je dis. Ce que je dis dans la vie, on n'est pas des surhumains. Par contre, on a du courage. On est des hommes. On est des humains. Alors, question numéro 1. Elle a essayé d'aller le plus loin possible. Et encore une fois, je vous l'ai dit, l'ENC, ça se joue à ça. C'est celui qui va avoir le plus de points. C'est comme une chasse au trésor, finalement. Vous savez tous, autant que vous êtes, les réponses, les connaissances, globalement, vous avez les mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment les connaissances qui va vous classer. Ce qui va vous classer, c'est ce que vous avez sorti sur votre copie. Et ça change beaucoup d'un étudiant à l'autre. Alors, il faut aller écrire occlusion, s'il vous plaît. Il faut aller écrire occlusion de la veine centrale de la rétine. Ça, je pense que la majorité des gens l'ont écrit. Et il fallait préciser le côté de l'œil. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui n'y ont pas pensé. Et il fallait aller plus loin en disant que le patient, comme il y avait des micro-anévrismes en périphérie, avait probablement, en plus, une rétinopathie diabétique non proliférante. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il en a une aussi. Quel est votre diagnostic? Je dis uniquement de l'œil gauche? Non. Voilà. Oui, alors très bien. Avec une rétinopathie non proliférante de l'œil droit. Mais en général, quand on en a dans un œil, on en a dans l'autre. Et c'est vrai qu'à l'œil gauche, je n'ai pas précisé, mais les micro-anévrismes, on peut passer à côté avec tous les hémorragies qu'il y a sur la rétine. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il en a probablement aux 2 yeux. Quel est l'autre diagnostic à évoquer devant un œdème papillaire unilatéral isolé sur ce terrain? Quelle maladie générale faut-il alors rechercher et par quel examen? Alors, le micro il est reparti. Le micro est là. Alors, on va demander au jeune homme, là-bas, au polo bleu. Toi, tu t'es assis devant mardi. Hein. Vas-y. Non, mais c'est pas grave. Réponds. Question numéro 2. Tu as un œdème papillaire unilatéral. On a dit que ça, c'était une OVCR. À quoi tu pourrais penser d'autre sur un terrain comme ça? À une nouilla. À une noia, c'est-à-dire? Une névrite optique. Alors, pas névrite. Neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. Névrite optique, c'est pour la norme. Donc, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, de l'œil. Droit. Ouais, il faut quand même que tu précises. Gauche. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un œdème papillaire. D'accord, mais ça, d'accord. Mais pourquoi tu penserais devant un œdème papillaire à une noia chez ce sujet? Parce que c'est possiblement un Horton. Pardon? Devant le Horton aussi. Enfin, on passe... Devant le Horton. Non, mais attends, on mélange tout là. Je te dis pourquoi tu penses à une noia devant un œdème papillaire unilatéral sur ce terrain. Je vais réexpliquer mieux, reformuler. Quels sont les éléments sur ce terrain qui te font évoquer une noia sur un œdème papillaire? Les facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà. Facteur de risque cardiovasculaire, athérome, terrain athéromateux. Voilà, donc OVCR, il faut savoir, on va voir ensuite c'est quoi les facteurs de risque de l'OVCR. Donc quelle maladie générale faut-il alors rechercher si tu suspectes une noia aussi?
Le Horton. Le Horton, parce que c'est un sujet âgé. Et par quel examen? On l'a vu 10 milliards de fois, ça suffit. Donc, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. On recherche une maladie de Horton, VSCRP, et si anomalie, prévoir une biopsie de l'artère temporale, qui ne doit pas faire retarder la mise en route du traitement. D'accord. Donc, quels sont les signes de la NOIA? Vas-y, continue. Les signes cliniques, à quoi ressemble une NOIA? On l'a vu à la conf précédente, j'aimerais que tu nous le répètes. Une baisse d'acuité visuelle brutale, unilatérale. D'accord. Indolore. C'est les signes fonctionnels. Maintenant, les signes cliniques au fond d'œil. Au fond d'œil, on a un œdème papillaire avec plus ou moins des hémorragies en flamèche. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet œdème papillaire? Il est en secteur. Très bien, sectoriel. Très bien. Très très bien. Bah écoute, pas mal. Respect, respect, respect. Quels sont les facteurs de risque reconnus de cette pathologie ophtalmologique? Continue, là je te sens tellement bien parti sur ta lancée. Non, regarde-moi, non, regarde pas la copie. Ne regarde pas les corriger. Les facteurs de risque de l'OVCR. C'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Très bien, donc l'athérome. Athérome, c'est rapporte des points aussi. Donc, athérome, facteur de risque cardiovasculaire. Quoi d'autre? Il doit avoir l'âge aussi. L'âge, oui, mais enfin bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais de ta part. Ah oui, le truc avec le glaucome, là. Très bien. L'hypertonie. L'hypertonie oculaire. Avec ou sans glaucome. Une hypertonie oculaire. Pourquoi une hypertonie oculaire peut-elle favoriser la survenue d'une OVCR? Ça gêne le retour veineux ou... Très bien, c'est comme la strangulation, hein, souviens-toi. Donc en fait, l'hypertonie oculaire va entraîner une stase veineuse. D'accord? Ce n'est pas un gène à retour veineux, ça entraîne une stase veineuse par compression et donc OVCR. Très bien. Très bonne réponse. D'autres choses à rajouter peut-être? Ah, très bien. J'ai entendu quelque chose. Prenez le micro. Qui a dit quoi? Les troubles de la coagulation. Excellent, Aviva. Très bien. Voilà, regardez, tout est dit, tout est dit. Le mec derrière, il est au dernier rang, il ne s'est pas trop remarqué, et je voudrais dire qu'il a toutes des bonnes réponses. Hein. Concurrent dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais la correction, tu veux dire? En plus, il est humble, extrêmement dangereux. Voilà, les facteurs de risque reconnus chez cette pathologie ophtalmologique. Facteur de risque cardiovasculaire d'athérome, HTA, diabète, hyperlipidémie, tabac, hypertonie oculaire, que ce soit avec ou sans glaucome, et les troubles de la coagulation. Pour la petite histoire, ma grand-mère, glaucome agonique, les deux yeux évidemment, a fait une OVCR bilatérale. D'accord? Pour vous dire que ça arrive pour de vrai, et un peu catastrophique. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Des commentaires sur ma grand-mère peut-être? Elle n'avait pas autre chose la dernière fois. Écoute, c'est un excellent sujet de NC transversal. Elle est asthmatique, cardiopathie ischémique. Elle a fait l'année dernière un AVC avec, dans les 6 mois suivantes, une chute avec une fracture du col. Voilà. Hein, c'est pas mal quand même. Hein. Je veux dire, bon, voilà. Alors, quel examen complémentaire ophtalmologique demandez-vous? Qu'en attendez-vous? Et alors là, donc, comment tu t'appelles, champion là? Ton prénom? Jean. Jean, le micro à ton voisin. Non, le micro à ton voisin, Merci. Tu t'appelles comment? Frédéric. Frédéric. On fait une angiographie rétinienne à la fluorécéine. Oui. Le but, c'est surtout de faire la différence entre une forme ischémique ou une forme œdémateuse. Excellent, excellent. C'est vrai que c'est bien de donner les réponses avant, parce qu'on a un groupe absolument de compétition. C'est-à-dire que les gens, chez eux, sur Internet, flippent comme des dingues. Quoi. Ils disent, ah putain, et tout, quoi. Le niveau, quoi, monstrueux. Et donc, c'est une excellente réponse de Frédéric, qui nous a proposé donc, l'angiographie rétinienne à la fluorécéine systématique. Pourquoi fait-on une angiographie à la fluorécéine? C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que pour l'OACR, la cousine de l'OVCR, l'angiographie à la fluorécéine était absolument inutile. Alors que là, dans l'OVCR, on fait une angiographie fluorécéine
systématiquement. Pourquoi? Je vous rappelle que l'OVCR, comme sa cousine l'OACR, a un diagnostic qui se fait uniquement par la clinique. Voilà. Alors, pourquoi fait-on une angiographie à fluorescéine? Eh bien, Frédéric nous l'a dit, c'était pour distinguer les deux formes de l'OVCR qui sont la forme œdémateuse et la forme ischémique. Comment fait-on la différence? Eh bien, c'est très simple. Dans l'OVCR, on a des dilatations veineuses des capillaires qu'on pourra voir à l'angiographie. Et dans la forme œdémateuse, on aura un œdème maculaire cystoïde qui prédominera, alors que dans la forme ischémique, on verra des zones d'ischémie étendues dans la rétine. On le verra tout ça à l'angiographie. Donc c'est l'angiographie qui nous dira c'est plutôt une forme œdémateuse ou plutôt une forme ischémique. Alors la question qui en découle, c'est pourquoi doit-on faire absolument la distinction entre la forme œdémateuse et la forme ischémique? Alors, on va demander à Raphaël, car le micro est en train de revenir vers lui. Pourquoi Raphaël? Raphaël Carras, c'est ça? Voilà, Raphaël Carras. C'est au niveau du traitement, j'imagine? Au niveau du traitement. En effet, la forme œdémateuse et la forme ischémique ont deux pronostics totalement différents, car la forme ischémique peut se compliquer de néovaisseaux et de tout ce qui va suivre derrière, et nécessitera, par rapport à la forme œdémateuse qui est beaucoup plus fréquente et bénigne, une surveillance étroite, voire même un traitement préventif par laser. D'où vraiment l'importance de faire la distinction entre ces deux formes. Merci Raphaël, c'est une excellente réponse. Des fois, un mot vaut mieux qu'un charabia de 5 minutes. Chut. Question numéro 5, la question du traitement. Alors, la question du traitement, souvent, c'est le sujet d'une prise de bec entre personnes parce que les bouquins ne sont pas très clairs là-dessus. Ils vous donnent une liste de traitements possibles phénoménales et à la fin, ils disent « mais on ne sait pas et il n'y a rien qui a montré son intérêt ». Et vous dites « ben alors, quid hein, mon cher Raphaël, quid des anticoagulants et du vénamitol? Quid des fibrinolytiques ?» C'est vrai, Raphaël nous dit ça. Mais j'ai dit voilà, alors j'ai réfléchi. Un jour, je me suis enfermé avec mon père dans une pagode sommet d'une montagne. Et j'ai dit, père, quels sont véritablement les mots-clés qu'il faut énoncer dans la réponse d'un traitement à l'OVCR? Il m'a dit, mon fils, il faut savoir distinguer l'essentiel du secondaire. Je dis, waouh, père, merci père. Je suis parti comme ça. Alors voilà, donc, je vous dis, après synthèse, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait répondre dans votre copie? Donc, traitement des facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà, ça ne mange pas de pain, c'est très chic. Voilà, montrez que vous êtes transversal, même sur une question d'ophtalmo. Voilà, déjà ça, 8 points. Paf. Correction d'une éventuelle hypertonie oculaire. Alors là, ça, c'est mortel. Ça. Hein, parce que ça, c'est pas marqué dans tous les bouquins. Et comme je vous avais dit que c'était un des facteurs favorisants, vous traitez la tension oculaire. Alors ça, c'est extrêmement chic. Voilà. Après, les autres traitements médicaux restent discutés. Et très franchement, je ne vous demande pas de les apprendre. Parce qu'aucun n'a encore vraiment montré sa supériorité par rapport aux autres. Et beaucoup font l'objet d'études pilotes, de recherches cliniques, etc. Voilà, il faut savoir que ça existe. Mais globalement, quelqu'un qui a une OVCR, si déjà vous traitez ses facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertonie oculaire, il sera déjà très content. En pratique, s'il vous plaît, en pratique, on donne souvent du vénamitol, qui est un vénodilatateur, un agent rhéologique. Mais très franchement, je ne crois pas que les études randomisées aient montré vraiment un intérêt. Et un commentaire peut-être? Non mais écoute, fais nourrir. Parce que tu lui montrais ton bulletin de paie, qu'elle s'est marrée? Je t'assure, quand tu verras le salaire d'un interne de 10e semestre, tu riras beaucoup moins, quoi. Tu diras, putain, c'est pas vrai, toujours. Tu recompareras par ta fiche de Excel, tu dis, mais je comprends pas. Pas de différence. Alors, excellente question. Le patient revient en consultation en urgence 3 mois plus tard, sans avoir été revu, et présente un œil rouge douloureux. Mais comment ça se fait? Point d'interrogation. En effet, s'il vous plaît, non mais vraiment, c'est pas les vacances ici, hein. Donc le
mec, il a une OVCR, donc segment postérieur, œil blanc indolore, et puis il revient avec un œil rouge douloureux. Que s'est-il passé entre-temps? Est-ce qu'il y a eu une conversion de segment postérieur en segment antérieur? Là, il me faudra la lumière de quelqu'un de compétent, qui n'a pas encore regardé ses réponses. Je vais demander à notre ami Almanzo, encore une fois, de répondre à la question. J'ai regardé la réponse. Ah ben, écoute, Almanzo est honnête. Vas-y. Glaucome néovasculaire. Très bonne réponse. Ça complique les OVCR ischémiques. Excellente réponse. En gros, le patient a été perdu de vue et présentait en fait une OVCR de type ischémique qui n'a pas été suivie, qui n'a pas été traitée comme il le fallait. Et malheureusement, le drame s'est produit. Une ischémie... Eh quoi? Attends. Je suis en train de raconter une histoire, là. Et là, vous êtes en train de partir, c'est ça? D'accord, mais tu n'écoutes pas l'histoire que je suis en train de raconter? Tu la connais? Non, mais c'est insupportable, ça. Non, vraiment, non, ça vraiment, c'est pas cool. D'accord? Alors, je disais donc, une ischémie, ensuite entraînée donc, par l'OVCR de type ischémique, il va y avoir ensuite la prolifération de néovaisseaux par VEGF qui vont apparaître. Et ces néovaisseaux peuvent avoir exactement les mêmes complications que dans la rétinopathie diabétique proliférante. C'est-à-dire, redis-nous les 3 complications de la rétinopathie diabétique proliférante avec le micro. Donc c'est le glaucome néovasculaire, le décollement rétinien intractionnel et l'hémorragie intravitréenne. Excellent. Et écoute, ça fait plaisir de voir que ça a l'air aussi simple. Non, mais c'est très bien. Voilà. Et donc, malheureusement, ce patient, il a fait le premier que tu as énoncé, c'est-à-dire le glaucome néovasculaire. Les néovaisseaux ont proliféré, sont allés jusqu'à l'iris, ont grimpé sur l'iris, sont descendus et sont allés boucher le trabéculum. L'humeur aqueuse n'arrive plus à sortir par le trabéculum. En fait, un peu comme dans le GFA, sauf que ce n'est pas l'iris qui empêche l'accès au trabéculum, c'est les néovaisseaux qui bouchent le trabéculum, mais on a à peu près le même tableau de œil rouge douloureux avec une grosse forte tension, et également une rubéose irienne, on voit des néovaisseaux sur l'iris, c'est le glaucome néovasculaire dit GNV, qui apparaît en général ce qu'on appelle au bout de 3 mois. On appelle ça le glaucome des 100 jours. Voilà. Voilà, je vous montre avant de partir, Céline, une photo. Donc glaucome néovasculaire, néovaisseau irien, puis invasion dans l'iridocornéen, complication de la forme ischémique. Alors, on aurait dû le faire. C'est une très bonne question. Alors, on a une question. Vas-y, une question de Élise. Pourquoi on n'a pas fait de photocoagulation dans le traitement, la question numéro 5? Excellente question de Élise. C'est en effet, on aurait dû, chez ce patient, si on avait vu qu'il avait une ischémie, on aurait dû faire une PPR, enfin du moins faire du laser sur les zones ischémiées pour éviter l'apparition de néovaisseaux. Malheureusement, ce patient a été perdu de vue et c'est pour ça qu'il revient avec son GNV. Pour finir, je vous montre en photo une image d'OVCR avec les 4 signes cardinaux cliniques. Merci, PC. Merde, il est où mon... Où est-ce que j'ai mis là? Tu peux passer le pointeur? Merci. Voilà, 2 images d'OVCR. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'OACR. OACR, OVCR, rien à voir. On voit des hémorragies en flamèche diffuse. Vous voyez, ici aussi, là. Un œdème papillaire. Ça, on le voit très bien ici. Là, beaucoup moins. Dilatation veineuse. Vous avez vu la dilatation de la veine ici? Là aussi, une dilatation veineuse. Et ici, des nodules cotonneux. Voilà, donc les 4 signes cardinaux de l'OVCR. Dilatation veineuse, hémorragie en flamèche diffuse, nodules cotonneux et œdème papillaire. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, alors le compte. Ah, attendez. Ah non, non, personne ne veut le compte. Ah bon, bah alors. Cynthia, qu'est-ce qu'il y a? Mais en plus, ah oui, tu l'as jamais eu alors. Ah. Bon, ouais, ça se trouve, ça va être nul, hein. Je vous préviens. Je l'ai encore jamais fait, hein. Ouais, c'est pas grave, parce que je vais vous le lire. Chut, chut, chut. Alors, chut. Ah, Cynthia, elle est ravie. Claudia, pardon.
Alors ça s'appelle... Non mais je sais pas si vous pouvez le filmer. Ça s'appelle Je veux être une grande personne. Nicolas a 7 ans et il est en CE1 et il aime les spaghettis. Le mercredi, sa maman l'emmène au tennis et après, ils vont chercher sa grande sœur Julie au solfège. Mais aujourd'hui, Nicolas n'est pas content. Il s'est encore fait punir à l'école car il s'est bagarré dans la cour. Et puis il s'est fait gronder par sa maman et a dû manger des choux de Bruxelles à la maison. Nicolas est triste et ne rêve que d'une chose, être une grande personne. Quand je serai grand, tout sera vachement mieux. Je suis impatient d'être une grande personne. Quand je serai grand, je pourrai m'acheter tous les robots qui passent à la télé et dans ma maison, il n'y aura que des jouets. Quand je serai grand, je pourrai manger des pâtes tous les jours et on ne me forcera plus à manger ce que j'aime pas. Quand je serai grand, je pourrai regarder les films de la télé tous les soirs et j'aurai tous les dessins animés. Et puis quand je serai grand, je sortirai avec des filles et je me marierai avec une femme super belle. Et quand je serai grand, je serai un grand joueur de tennis et je pourrai même taper ma grande sœur. Quand je serai grand, je me ferai plus gronder et commander par ma maîtresse et je gagnerai toutes mes bagarres. On me choisira même plus en dernier dans l'équipe de foot. Quand je serai grand, on m'appellera plus madame au téléphone ou mon garçon à la boulangerie. Quand je serai grand, je choisirai mes vêtements moi-même et je mettrai plus les pantalons qui grattent à l'intérieur ni les plus moches de ma grande sœur. Je veux être grand et tout de suite. Soudain, le vœu de Nicolas s'exauce. Et il est dans la peau de la grande personne qu'il deviendra. Nicolas a 30 ans. Il est content, il est grand. Il se regarde dans la glace. Ah zut, j'ai plus beaucoup de cheveux. Ah. Je vais avoir froid à la tête. J'ai un gros ventre. J'ai un zizi tout poilu. Ça veut dire que je suis un grand. Mais petit à petit, Nicolas découvre sa véritable vie de grande personne et ce n'est pas du tout ce qu'il avait imaginé. Mince alors, je mange des pâtes tous les jours mais parce que je sais pas cuisiner. Et puis c'est bizarre, je joue plus avec mes robots, je me souviens même plus du dernier jour où j'ai joué avec eux. Je regarde pas la télé le soir parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je suis célibataire, je comprends pas, j'ai pas de copine, mais quand est-ce que je vais me marier? Je suis pas un joueur de foot ou un acteur connu, j'ai jamais rien gagné depuis ma 3e étoile au ski. Les gens me disent, vous, dans la rue, je ressemble à une vieille personne ou quoi? Mes parents ne me grondent plus et me donnent plus de fessées, et ils en ont plus la force, ils ont beaucoup vieilli, ils ressemblent à papy, à mamie. C'est triste, papa ne court plus le dimanche comme avant, il a même du mal à marcher. Je vois presque plus Julie, elle s'est mariée et est partie vivre loin de la maison. J'ai plein de vêtements très chers, je suis pas plus beau que dans mes vieux pulls. Nicolas comprend alors que la vie d'adulte n'est pas forcément mieux. C'est nul, moi je préfère encore mieux être un petit garçon, je veux retourner être un enfant, et tout de suite. Mais le vœu ne s'exauce pas cette fois, et Nicolas est encore un adulte. Alors il commence à pleurer comme un petit enfant. Quand j'étais petit, ma maman venait me faire un bisou au lit pour que je m'endorme, et quand j'étais petit, je m'asseyais sur les genoux de mon papa pour regarder des dessins animés à la télé. Quand j'étais petit, je me disputais avec Julie, mais on rigolait bien tous les deux. Et quand j'étais petit, papy et mamie étaient en bonne santé. Nicolas, soudain, se réveille de ce mauvais cauchemar dans les bras de sa maman. « Mais tu as fait un mauvais rêve, Nicolas? Tu criais dans ton lit. Mais maman est là, rassure-toi. » Nicolas comprend alors qu'il faut considérer chaque moment présent comme un cadeau sans penser ni à l'avenir ni au passé. « Maman, dis-moi que tu me feras des bisous et que je mettrai des pulls moches encore longtemps. » Et Nicolas se rendormit paisiblement et mangea toujours ses choux de Bruxelles. Merci. Alors Jean-Marc,